bienvenue dans Sologamy, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Je te présente l'épisode 1, Célib en voyage. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 26 ans et j'habite à Alençon en Normandie. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, pansexuelle, dépressive, blanche, jeune, mince et athée. Dans ce podcast, je donne la parole à des personnes célibataires et minorisées pour discuter des différentes réalités du célibat dans ce pays, la France. Environ 16 millions de célibataires vivent ici. Elles vivent seules, elles n'ont pas de partenaire amoureux, pas de partenaire sexuel. Les définitions du célibat varient. Quelle est la tienne ? Si tu es une personne célibataire, tu es la bienvenue dans ce podcast. Écris-moi et tu pourras peut-être participer à un épisode de Sologamy. Je sors une émission mensuelle le premier mardi du mois. Aujourd'hui, nous sommes mardi 3 novembre 2020. Ce soir va être élu le prochain président des États-Unis. Pas un grand célibataire et pas un grand féministe. Oui, Sologamy est un podcast féministe et politique. Mais d'abord, que veut dire Sologamy ? En fait, c'est un mouvement qui existe depuis 20 ans, importé des États-Unis justement. Il est mené par des femmes féministes qui se marient avec elles-mêmes, plutôt qu'accepter un mariage hétérosexuel qui n'arrive jamais ou les rendrait malheureuses. Elles organisent des vrais mariages, fêtes et tout, mais elles se marient sans mari et passent le restant de leur vie dans leurs propres bras. La sologamie est un concept romantisé du célibat et je te dis pas que j'y adhère complètement. Je pense qu'il y a 16 millions de façons de vivre son célibat et on va essayer de les explorer dans ce podcast. J'ai moi-même songé à me marier avec moi-même et j'aime m'afficher sologame, mais je n'ai pas encore 100 000 € à dépenser pour faire la fête au château de Chenonceau, mon rêve de mariage. Bref, je suis célibataire depuis 2018, après avoir vécu 7 ans de suite en couple hétérosexuel avec 3 mecs hétérosexuels différents. On vivait pas vraiment ensemble, mais on sortait ensemble, quoi. Aujourd'hui, j'ai plus du tout envie de chercher l'amour, entre guillemets. Je ne suis plus hétérosexuelle, mais pansexuelle et surtout polyamoureuse. Je ne veux pas me mettre en couple, vivre avec un mec hétéro ou faire des enfants. Je suis présentément heureuse, mais je ne lis pas forcément ce bonheur, cette paix avec mon état célibataire. Pour tout te dire, aujourd'hui 3 novembre 2020, je subis une vague de cyberharcèlement sans précédent de la part de masculinistes qui réagissent mal à mon dernier post Instagram dans lequel j'affirme que le mec bien n'existe pas. Je t'invite à lire cette publication sur mon compte Marie-Albert FR car je ne vais pas tout répéter ici. Mais ce cyberharcèlement prouve encore que la misandrie et le célibat des femmes et des féministes terrorisent certains hommes cisgenres et prétendument hétérosexuels. Dans ce podcast Sologamy, je souhaite pas inviter des personnes qui pensent comme moi, qui sont comme moi et qui parlent comme moi. Je m'intéresse aux personnes minorisées dans leur ensemble, c'est-à-dire aux femmes cisgenres, oui, mais aussi et surtout aux personnes LGBT+, aux personnes racisées, aux personnes handicapées, aux personnes grosses, aux personnes mineures ou âgées, aux personnes musulmanes, aux personnes d'autres classes sociales. Dans chaque épisode, je tends le micro à une personne minorisée différente. Dans chaque épisode, nous évoquons un aspect différent du célibat. La personne invitée choisit le thème qu'elle préfère. Cela peut être sexe et célibat, religion et célibat, travail et célibat, famille et célibat, maladie et célibat, etc. C'est toi, l'invité, qui choisit le sujet qui t'intéresse. Attention, si tu es une personne de plus de 60 ans, par exemple, tu vas pas forcément choisir le sujet âge et célibat. Tu peux très bien inventer ton sujet, genre alimentation et célibat, j'en sais rien. Dans chaque épisode, on partage nos expériences de célibataire autour du sujet que tu as choisi. Mais bien sûr, l'invité est prioritaire sur le micro, je parlerai pas tout le temps. Surtout que pour ce premier épisode intitulé Célib en voyage, j'ai invité une personne que tu connais déjà par cœur et qui monopolise tout le temps l'antenne, moi-même. Oui, je sais. C'est égocentrique, mais cet épisode a été enregistré il y a 1 an et demi au début du projet Sologamy et je trouve important de me présenter dans l'épisode 1. Surtout en tant qu'aventurière solo, j'ai vraiment envie d'aborder la question voyage et célibat. Donc cette interview avec moi-même date du 26 janvier 2019. Je l'ai enregistrée sur mon téléphone alors que je voyageais sur un cargo pendant mon tour du globe. On naviguait sur l'océan Indien à ce moment-là et j'ai eu la brillante idée de ce podcast sur les célibataires. Il s'appelait à l'époque Seul et je l'ai depuis renommé Sologamy. Donc je me trouve dans ma cabine
sur le cargo. Et d'ailleurs, à la fin, tu m'entends faire pipi, MDR. Je raconte ma conception du célibat en voyage et les conséquences du voyage sur mon célibat. Bonne écoute! Qu'est-ce que ça veut dire être célibataire ? Pour moi, être célibataire, ça veut dire, aux yeux de la société, ne pas avoir de compagnon, ne pas avoir de petit ami, ne pas avoir de relations amoureuses et intimes de façon régulière, récurrente avec quelqu'un, quel que soit son genre. Donc ça signifie plus intimement ne pas avoir quelqu'un qui me dit bonne nuit, qui me dit bonjour, qui s'intéresse à ce que je fais, à comment je me sens tous les jours. Quelqu'un sur qui je peux décharger toute ma colère, toute ma tristesse, toute ma joie à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Être célibataire, ça renvoie à une sorte de solitude, même si j'ai des amis et de la famille. Question numéro 2. Depuis quand es-tu célibataire ? Je suis célibataire depuis le mois d'août, donc nous sommes en janvier, ça fait 6 mois. Ouais, ça fait 6 mois. Voilà, j'étais en relation avec un garçon depuis 1 an. J'étais célibataire jusqu'à mes 17 ans, mais bon, j'étais une enfant. Et après, j'ai eu 1 année de célibat entre mes 22, 23 ans. Et c'est tout. Et là, je suis célibataire depuis 6 mois. Mais sinon, j'ai été quand même 6 ans en couple, si on met tout ça en bout à bout depuis que j'ai 17 ans. Ok. Relis-tu le bonheur et le fait d'être en couple ? Moi, je le relis vraiment. Quand j'étais en couple, je me sentais beaucoup plus stable. Je me sentais beaucoup plus accompagnée. Mon mec, c'est comme mon psy, en fait. Je sais pas pourquoi ça devait... C'est pas vraiment le fait d'avoir des relations sexuelles intimes, d'être en contact avec quelqu'un physiquement, ou d'avoir de l'amour. Je pense que c'est plutôt ce que je disais au début, cette histoire de routine, de savoir que quelqu'un pense à nous, que je peux m'adresser à lui à toute heure du jour et de la nuit, qu'il est là pour moi, et que ça me tranquillise, en fait, ça me stabilise. J'ai moins de crises d'angoisse, j'ai plus confiance en moi, j'ai l'impression que je vais prendre plus d'initiative. C'est pas vrai, mais c'est l'impression que j'ai. Les périodes pendant lesquelles j'étais en couple, j'étais beaucoup moins nerveuse, j'étais beaucoup moins déprimée. C'est l'impression que j'ai, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à relier bonheur et couple, et que j'ai tendance à me réfugier dans la valeur couple, parce que ça me rassure. Et comme je suis une femme, c'est quelque chose de totalement construit, de cherche quelqu'un, tu vas trouver le bonheur comme ça, quoi. Je peux pas être heureuse seule. C'est un peu l'idée de ce podcast. C'est parce que c'est une idée lancinante dans mon cerveau qui est à déconstruire, en fait. Comment évalues-tu ta santé mentale actuelle ? Waouh. Aujourd'hui, je me sens très bien. Ça fait 3 semaines que je suis sur le cargo, que je suis seule, que je vis avec des marins qui sont tous des hommes. Ça pourrait se passer beaucoup plus mal. J'ai des petits problèmes parce que c'est assez compliqué de s'habituer à vivre sur un cargo entouré d'hommes et d'apprivoiser la solitude quand même assez extrême. J'ai pas trop internet. Je passe quand même pas mal de temps seule. Mais comparé au mois, même à l'année que je viens de vivre, qui a été vraiment très déprimante et très angoissante, là je suis relax, quoi. Enfin, je veux dire, je vois pas les journées passer, je fais que des activités qui me font du bien, je suis en vacances, je prends vraiment mon temps. Tout est très lent sur le cargo et j'apprécie vraiment de ne pas avoir de responsabilité, de laisser mon imaginaire vagabonder, c'est vraiment le cas de le dire, et de me détendre, en fait. Donc je me sens hyper bien. Donc ma santé mentale va très bien. Comment vis-tu ta sexualité en célibataire ? De manière générale, j'ai des coups d'un soir, on va dire. J'aime bien aller sur les applis de rencontres ou draguer dans des fêtes ou dans des bars ou des amis.
j'arrive pas trop à être amie avec les hommes. Et je suis pansexuelle. J'ai envie des hommes, j'ai envie des femmes, j'ai envie des personnes, quel que soit leur genre. Mais j'ai une sexualité vraiment orientée pour l'instant vers les hommes, malheureusement. Et donc en célibataire, j'aime bien les draguer, avoir des coups d'un soir, tomber amoureuse, puis me faire ghoster. Enfin voilà, c'est pas parce que je suis célibataire que je suis une sainte et que je touche à personne. Et puis le plus gros de ma sexualité en célibataire, c'est vraiment la masturbation. C'est quelque chose que je pratique depuis que j'ai 17 ans. Donc assez tard, j'ai commencé à me masturber et j'expérimente plein de trucs, notamment sur ce cargo. C'est vraiment, quand je suis célibataire, c'est vraiment l'occasion de me masturber, d'aller plus loin. C'est plus seulement une masturbation d'entretien, genre pour m'occuper, parce que j'ai envie. C'est vraiment genre nos limites, en tout cas en ce moment. Es-tu sensible au regard d'autrui vis-à-vis de ton célibat? Bien sûr, je pense pas que tout le monde est sensible au regard d'autrui. Je vais arrêter de parler à la place des autres, mais je pense que je ne suis pas la seule, on va dire. Mais je pense que c'est un truc vraiment insidieux, c'est-à-dire les gens vont pas me dire oh ma pauvre, t'es célibataire, c'est horrible, je sais pas comment tu fais, parce que tout le monde est passé par là, quoi. Enfin, c'est pas une tare vraiment aux yeux de la société, mais c'est-à-dire qu'on me demande systématiquement si j'ai un copain. Sur ce bateau, je sais pas combien de fois on me l'a demandé. Si j'ai pas de copain, si je suis lesbienne, enfin voilà. Ma grand-mère, quand je veux la voir, me demande tout le temps si j'ai un copain. Mes amis me demandent tout le temps si j'ai revu tel mec, si j'ai des nouvelles de tel mec. Enfin, c'est pas méchant, mais c'est un truc que je fais aussi. Mais c'est vrai que je pense que c'est même pas le regard d'autrui, c'est plutôt moi qui regarde les autres et qui vois des couples partout, notamment parmi mes amis. Et je pense que c'est plutôt ça le problème en fait. C'est pas tellement que les gens me lancent un regard de méchanceté, c'est plutôt que je vois des couples partout autour de moi et que je me dis il faut que je me case. Est-ce important pour toi la solitude? Ouais, c'est un truc vraiment primordial, c'est vraiment ma valeur, pas numéro une, je dirais que ma valeur numéro une c'est ou la liberté ou l'indépendance, mais ça vient un peu après, genre la solitude c'est vraiment un truc que j'apprivoise, que je commence à revendiquer, mais qui est beaucoup plus tabou en fait, d'aimer la solitude. C'est un truc, surtout quand on est une femme, complètement tabou, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle fait dans sa chambre, dans son appartement, toute seule, dans ses voyages, mais qu'est-ce qu'elle peut bien préparer. Ça renvoie un peu à l'image de la sorcière. D'ailleurs, c'est en lisant le livre de Mona Chollet, Sorcière, que j'ai développé ce projet de podcast. C'est vraiment la femme seule, elle nous menace tous, quoi. Et pour moi, la solitude, c'est vraiment dans tous les sens du terme. Moi, ce cargo, c'est vraiment le symbole de la solitude, c'est-à-dire je me coupe du monde au sens je me coupe physiquement des gens et de la terre, et aussi au sens virtuel, c'est-à-dire je me coupe d'internet, je me coupe du téléphone, voilà, j'ai plus aucun contact avec ma vie d'avant en fait. C'est un peu exagéré parce que j'ai quand même la wifi, mais j'essaye. Et dans la vie de tous les jours, oui, je vis seule, j'adore être tranquille chez moi, j'adore faire ce que je veux quand je veux, j'ai pas besoin de me justifier, je déteste avoir le regard des gens sur moi. Moi je peux pas, j'ai pas du tout confiance en moi, je sais pas du tout imposer ma musique aux gens, imposer un film aux gens, imposer une activité. J'ai vraiment c'est pour ça aussi que j'aime la solitude, c'est que j'ai pas à me justifier, quoi. Je fais ce que je veux. Et puis aussi j'ai besoin de ces moments de solitude pour réfléchir, pour parler tout haut, pour développer mes projets, mon imagination, pour être triste, pleurer, me masturber, enfin mille et une raisons pour lesquelles j'ai besoin d'être seule, et c'est vraiment la théorie d'une chambre à soi, d'un lieu à soi de Virginia Woolf, quoi.
c'est pour mon état mental indispensable que je sois bien ou que je suis pas bien. Maintenant, on va passer au thème de l'épisode qui est donc voyager seul. Pourquoi voyages-tu seul ? Je voyage seul parce que c'est un moyen de me retrouver avec moi-même, donc de profiter de cette solitude dont je viens de parler. Et aussi parce que, toujours pareil, comme j'ai pas confiance en moi, j'ai pas envie d'imposer à quelqu'un un voyage, d'imposer à quelqu'un ma présence, d'imposer à quelqu'un mes activités. Et inversement, j'aime pas que quelqu'un m'impose quelque chose. C'est un peu ça ma difficulté dans la vie, c'est que j'aime pas imposer des choses aux gens, mais j'aime pas que les gens m'en imposent. Donc c'est compliqué. Et donc les voyages que j'ai fait à plusieurs, c'était uniquement avec ma famille ou parfois avec mes amoureux, mais j'ai presque jamais voyagé entre amis, quoi. Pour moi, je déteste avoir un groupe à gérer, des gens, j'ai la sensibilité qui veut faire quoi, quand, où. Moi, quand je voyage seule, voilà, toujours pareil, je suis libre, je suis indépendante, je fais ce que je veux, je rentre compte à personne et je profite vraiment. C'est-à-dire, je suis pas seule une seconde en fait. Enfin, si, je suis seule une seconde, mais je veux dire, je vais plus aller à la rencontre des gens, à la rencontre des émotions, des énergies, des paysages. C'est en étant seule que je profite vraiment du voyage en fait. Pour moi. Depuis quand voyages-tu seul ? Je dirais que le voyage initiatique, c'était quand j'avais 21 ans. 20 ans même. J'avais 20 ans. Et je suis partie, j'étais en Erasmus en Russie. Et je suis partie, j'ai pris l'avion de Moscou et je suis allée en Crimée. Donc la Crimée, c'est la péninsule du sud de l'Ukraine, qui a été annexée en 2014 par la Russie. Et donc je pouvais y aller très facilement en avion depuis la Russie puisque ça avait été annexé. Et comme je parlais russe, c'était tout bénef, j'allais pouvoir pratiquer. C'était en début juin, donc en Russie il faisait toujours froid et en Crimée il faisait genre 25 degrés quoi. Et j'ai passé une semaine là-bas et j'étais vraiment très inquiète d'être seule. Et je me suis dit mais je vais me faire chier et c'était incroyable, je me suis éclatée, j'ai rencontré plein de monde. Quand on voyage seul, moi je vais en auberge de jeunesse par exemple, donc j'ai rencontré plein de monde comme ça. Et puis j'ai visité des trucs magnifiques, j'ai eu pas mal de galères et c'est ça qui fait un voyage quoi. C'était trop bien. Et du coup après j'ai envie de recommencer. Donc je dirais que je voyage seule depuis 4 ans, 5 ans, 4 ans. Que préfères-tu dans le voyage seul ? Je vais prendre l'exemple de ce voyage seul actuel. Ce que je préfère, c'est lire. Parce que quand je suis à Paris, je suis tout le temps sur mon portable, je suis tout le temps à faire 10 000 trucs, à voir 10 000 personnes, et je lis jamais, quoi. Moi j'adore lire depuis que je suis toute petite, je lis tout le temps et j'adore écrire aussi, j'écris tout le temps et donc ce que je préfère en voyage c'est peut-être ça, c'est lire et écrire, c'est vraiment faire des choses que je prends plus le temps de faire et qui sont vraiment vitales pour moi, genre c'est vraiment vital pour mon imaginaire, pour me vider la tête, pour penser à autre chose, pour avoir du plaisir, enfin c'est juste du plaisir quoi, enfin. Et puis dormir. Mais ouais, méditer, enfin faire des trucs que j'ai pas forcément le temps de faire le reste du temps en fait. Ce qui m'intéresse dans le voyage, c'est pas tellement ce que je vais voir, c'est important. Mais c'est aussi ce que j'ai le temps de faire quoi. Ça dégage un temps énorme de voyager, surtout sur un cargo où il y a strictement rien à faire, j'ai aucune mission, aucune responsabilité, donc si je veux je peux ne rien faire de la journée, genre rester dans mon lit et personne ne va rien me dire quoi. Et moi-même je vais me culpabiliser, mais ça c'est une autre histoire. Comment vis-tu ta sexualité quand tu voyages seule ?
Bah pareil que le reste du temps. Enfin, j'ai pas de relations sexuelles en voyage. Quand je voyage seule, attends que je réfléchisse. J'ai pas vraiment... Enfin, je prends pas vraiment... En fait, j'ai pas vraiment envie de pécho. Enfin... C'est aussi la question suivante, mais ma sexualité en voyage, ça va être vraiment de la masturbation. Par exemple, ici sur le cargo, ça me donne vraiment l'occasion de tester des trucs. D'être seule et d'avoir rien à faire. J'ai appris à éjaculer. J'ai trouvé mon point G. J'ai fait plein de trucs cool niveau masturbation, alors que j'ai pas pris mes godes et tout, du coup mes doigts sont complètement endoloris. Mais ça m'a donné l'occasion d'expérimenter des trucs. C'est pas le cas de tous les voyages. J'ai des voyages où je fais que marcher, ou que je fais que bouger, où je suis que dans des lieux publics, en communauté et tout. J'ai pas vraiment l'occasion de me masturber, quoi. Mais là, ouais, c'est comme ça que je la vis. Donc la question suivante, c'était: cherches-tu à pécho en voyage seul? Pourquoi? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Ouais, bah non, je cherche pas du tout à pécho. C'est vraiment le truc que j'évite, en fait. Parce que c'est dit dans l'intitulé, voyager seul, c'est voyager seul, quoi. Pour moi, il y a un temps pour pécho, il y a un temps pour voyager seul. C'est vraiment... en fait, on va dire que quand je voyage seule, je suis tellement heureuse, je suis tellement bien, je suis vraiment à ma place, en fait, que je cherche pas à combler ce vide en moi par la sexualité ou l'amour, à m'occuper avec un mec. Ça m'intéresse pas du tout. Je peux avoir de la libido, je peux avoir du désir pour un mec. Là, je suis sur un cargo avec 25 mecs, avec 30 mecs. Je te dis pas que j'ai pas de désir, tu vois. Mais je sais que si je couche, si je pécho, ça va poser des problèmes. Forcément. Soit ça va mal se passer, soit ça va bien se passer, on va avoir envie de se revoir, ou on va passer du temps ensemble. Et c'est pas le but, en fait. Je suis pas là pour passer mon temps avec un mec. Donc j'ai pas de temps à accorder à ça. J'ai pas envie de m'investir, de me dire il faut que je le pécho, le stress, genre colonie de vacances. Non merci, en fait. Genre quand je suis à Paris, que je suis déprimée, que j'ai envie de baiser, bah je vais baiser, tu vois. Même quand je suis pas déprimée, que je vais faire la fête, que j'ai envie de pécho à Paris, je vais pécho. Mais c'est parce que c'est plus ou moins prévu, quoi, tu vois. Quand je voyage seule, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Quelle différence tu fais entre voyager seul et voyager en couple? Bah, c'est complètement différent. J'ai eu un copain avec qui on voyageait un peu, pas mal, dans les pays de l'Est. On est allé en Lettonie, en Ukraine, on est allé à Kiev, on a visité pas mal la Pologne, et c'était génial, vraiment, c'était super cool. Ça fait des souvenirs en or, c'est tellement d'amour, c'est de l'intimité, mais en dehors de ce qu'on connaît, du coup, enfin, c'est excitant, on fait plus l'amour. On visite des trucs à deux, donc ça donne des souvenirs à deux. On fait des trucs que peut-être toute seule je ferais pas. Mais non, en fait, je vois pas ce que je ferais pas toute seule. Moi, quand je voyage seule, en fait, finalement, c'est pas tellement différent, parce que je peux aller visiter un musée, je peux aller me poser sur la plage, je peux aller au restaurant, je peux aller faire des courses, je peux rester dans l'appart. Il y a peut-être un truc que je ferais pas, c'est d'aller dans un bar, tu vois. Et encore. Genre, c'est vrai que aller le soir sortir faire la fête, quand je voyage seule, sauf si j'ai trouvé quelqu'un avec qui le faire, mais peut-être que je le fais pas encore. Et quand j'étais en couple, on pouvait aller sortir boire des verres le soir. Ça, c'est assez cool. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de différence. La différence que je faisais, donc au début, c'est qu'on vit des choses différemment, mais on fait pas vraiment des choses différentes. C'est juste qu'on les vit, que je les vis différemment. Et puis voilà, après les voyages en couple, il y a des embrouilles. Moi, je sortais avec un mec, si, il me faisait des embrouilles, hein, je lui faisais des embrouilles, mais on s'engueulait pas beaucoup. Et je sais pas, on s'est embrouillé quand même pas mal de fois sur tu trouves pas la route, ça me saoule, on est perdu, t'es chiant.
Tu veux pas aller dans ce resto? Ah, moi je vais aller dans celui-là. Ah, mais t'es jamais contente. Ah, non. Après, j'ai oublié d'autres embrouilles, tu vois. Et genre, quand je suis toute seule, bah, je m'embrouille moi-même. Des fois, c'est même plus violent, tu vois. Mais ça, c'était le problème que je réglais avec moi-même. Par exemple, si j'ai une galère en voyage seule, bah, plutôt que d'arrêter de me plaindre, tu vois, je vais trouver une solution. Je vais pas me plaindre pendant 10 heures parce qu'il y a personne pour m'écouter, donc ça sert à rien. Et donc voilà. Et puis quand je voyage seule, je fais beaucoup plus de trucs. Ça c'est clair. Genre en couple, on va passer je sais pas combien d'heures à baiser. Bah forcément, après on va devoir dormir. Donc on va se lever plus tard, donc on va faire moins de trucs. Je me rappelle une fois on était partis en vacances, genre on sortait de l'hôtel, il faisait déjà nuit. Genre il était déjà 17-18 heures, tu vois. Moi quand je voyage seule, c'est pas que je vais me lever à 8 heures du mat, mais je vais dormir. Je vais être en forme et je vais faire ce que j'ai envie de faire. Et du coup je vais faire 10 fois plus de trucs. Et notamment je vais aussi faire des voyages beaucoup plus aventureux. Je vais marcher, je vais faire de la randonnée, Saint-Jacques-de-Compostelle, je vais faire un tour de France en train, en vélo, je vais faire un tour du globe en cargo. Enfin tu vois, je fais des trucs un peu roots. Alors qu'en couple, j'ai envie que ce soit posé, tu vois. Les dernières vacances que j'ai fait en couple, c'était même pas un voyage. Enfin, tu vois, on était dans un Airbnb à la campagne, à part faire du vélo, on n'avait rien à visiter, tu vois. On bougeait pas. Donc pour moi ça... Quand je dis que vacances en couple, vacances seules, c'est pareil, c'est pas du tout pareil. Il y a quand même pas mal de différences. Mais ce que je voulais dire quand je dis que c'était pareil, c'est que pour moi, quand je suis seule, je me mets pas de limite à me dire « Ah non, je vais pas aller au restaurant parce que je suis seule. » Au contraire, quoi, je vais me faire le resto que je veux, bouffer ce que je veux. Et c'est la liberté. Quel regard posent tes proches sur tes voyages seuls? Ça c'est une bonne question. Faut distinguer deux types de proches. Il y a pas deux types de proches, mais deux types de réactions qui peuvent être simultanées, hein. L'inquiétude et la joie, l'excitation, l'envie. C'est-à-dire que mes proches sont partagés entre l'inquiétude, notamment mes parents, ma mère, tout ça, mais aussi de certaines amies, de me voir partir alors que je suis pas dans un état mental terrible, que je me sens pas très bien en ce moment, que j'ai peur des hommes, que je me retrouvais sur un cargo toute seule avec 30 mecs, que je pars 4 mois, que voilà, tout peut arriver. Et ma mère, voilà, c'est ma mère, donc elle s'inquiète par définition, comme elle dit. Donc il y a cette inquiétude qui est forcément pas du tout agréable parce que moi-même forcément je m'inquiète, je me dis comment ça va se passer, j'ai tout un tas de traumatismes de ma vie parisienne qui n'a rien à voir avec ma vie en voyage où j'ai aucun traumatisme. Bizarrement les gens ils projettent leur peur sur moi en fait. Notamment sur voyage en cargo, c'était mais tu vas avoir le mal de mer, mais imagine il y a une tempête, mais imagine t'es claustrophobe, mais imagine tu te fais violer, mais imagine tu te fais harceler, mais imagine tu te fais tuer, mais imagine tu reviens jamais, mais imagine tu fais des crises d'angoisse et tu te suicides, mais enfin imagine tu t'ennuies, ça c'était le plus chiant quoi. Imagine tu t'ennuies, je suis en mode bah oui forcément je vais m'ennuyer, genre c'est même le but en fait, mais arrêtez de me faire passer ça pour une peur quoi. Et en même temps, j'aurais la même réaction alors. Enfin, j'aurais pas la même réaction, mais c'est naturel quoi de s'inquiéter pour une femme jeune qui part seule sur un cargo pendant 4 mois. C'est pas courant quoi. Du coup, ça les inquiète. Et du coup, ils projettent toute leur peur sur moi et c'est assez chiant parce que merci, j'y ai déjà pensé en fait. Et puis il y a des trucs auxquels j'avais pas pensé qu'ils inventent, genre le mal de mer, la claustrophobie, j'y avais même pas pensé quoi. Tu vois, et c'est un peu chiant. Et comment se passent tes préparatifs, et t'as fait ta valise, hein. Et puis de l'autre côté il y a l'excitation, la joie, l'envie, les gens qui sont en mode ah, mais t'as trop de chance, c'est trop bien, t'as trop raison, tu vas t'éclater, profite à fond, tu vas manquer mais voilà, enfin c'est vraiment l'essentiel des réactions je veux dire de mes amis et de mes connaissances et c'est vraiment cool en fait et c'est ce qui fait que je continue un peu quand même à me connecter à la Wi-Fi en ce moment
certains jours parce que j'ai envie de donner des nouvelles, j'ai envie de dire je suis vivante. Là, j'ai pas envie que les gens aient l'image que je réponds plus, que je suis morte. Te sens-tu seule? Ouais, je me sens très seule, surtout au début. Et pour moi, on est toujours au début. Ça fait 3 semaines que je suis lancée sur le cargo. Pour moi, c'est toujours le début. Enfin là, ça commence à être le milieu. Mais les deux premières semaines, ouais, c'est fou. Parce qu'en fait, les marins, ils sont assez distants. Ils ont forcément des consignes aussi. Ils sont pas là pour me harceler, tu vois. Ils bossent, hein, ils ont un peu autre chose à foutre. Ils bossent énormément. Ils bossent tous les jours. Ils ont pas de week-end. Ils bossent en horaire décalé. Ils sont pas là pour faire la fête. Ils sont pas là pour me faire la conversation. Ils sont pas là pour s'intéresser à moi. Donc certes, peu à peu, je suis devenue amie avec les marins. Je me suis rapprochée de certains. On s'amuse, on rigole, on passe des soirées ensemble. Mais la plupart du temps, je suis seule. Voilà, la journée, ils travaillent. Moi, j'ai envie d'être seule, j'ai envie de faire des trucs. Lire, écrire, ce que je disais, méditer, dormir. Bah, tout ça, c'est seul, en fait. Et du coup, c'est vachement dur parce que moi, à Paris, je travaille, donc je vois des gens. Quand je travaille pas, je vois des gens aussi. Je sors énormément. J'essaie de voir 10 000 personnes. Quand je suis pas avec les gens, je suis sur mon smartphone à parler à d'autres gens ou à voir la vie d'autres gens ou à partager la mienne. Du coup, je suis toujours en lien avec quelqu'un en fait. Et là, de se délier au sens physique et virtuel, de plus être en contact avec les gens et d'être dans ma cabine, ça a quelque chose de claustrophobe et de solitaire. Et du coup, je me sens seule, mais pas au sens... Enfin, il y avait un sens négatif et maintenant ça se transforme en positif. Je me sens seule et c'est cool. Parce que j'avais une inquiétude au début du voyage. Je me suis dit, 4 mois sur un cargo toute seule, même si je parle, je sais pas, une demi-heure, 1 heure avec les marins tous les jours maximum. Le reste du temps, je me parle à moi-même. Donc est-ce que je vais pas devenir folle? Enfin, il y a un peu cette inquiétude du Robinson Crusoe qui commence à perdre la boule, quoi. Parce que je passe d'une vie sociale riche à une vie sociale très très très, très maigre. Du coup, j'ai peur de vriller. Et c'est vrai qu'il y a des moments où je pars dans des délires. Mais c'est pas des délires de devenir folle, c'est des délires d'imagination. C'est-à-dire, comme je suis toute seule, que personne ne me bride et que je lis plein de trucs, j'écoute plein de trucs, je réfléchis à plein de trucs et je pars dans des délires, tu vois, mais ça veut pas dire que je perds la boule en fait. Et puis c'est pas en 2 semaines sur un cargo avec des rapports quotidiens, des relations quotidiennes avec les marins que je vais devenir dingue, tu vois, genre c'est pas possible. Genre et puis je sais très bien où aller si j'ai besoin de parler à quelqu'un, enfin tu vois, genre il y a quand même des endroits où les marins sont pas occupés, des moments où les marins sont pas occupés. Donc non, je vais pas devenir folle, mais c'est vrai qu'il y a un peu cette inquiétude au début. Merci. Et la dernière question, qui est un peu la question rituelle du podcast Seul, parce qu'on est un podcast féministe qui vise la sororité, donc c'est-à-dire l'unité des féministes pour révolutionner le monde. Donc on essaie de faire caisse de résonance pour les projets, pour les personnes qui viennent parler ici, qu'elles puissent faire un appel, parler de ce qu'elles font, recruter, voilà. Tu parles ici, donc tu peux t'adresser à une audience un peu plus large qu'habituellement. Et j'ai envie de t'aider, j'ai envie de te donner cette voix. Donc, quels sont tes prochains projets? Qu'est-ce que tu as envie de dire à la fin de ce podcast? Moi, en fait, je suis en train de lire Sorcière de Mona Chollet. Et donc, je suis tout au début avec cette partie sur l'indépendance des femmes, les femmes célibataires, comment ça effraie, etc. Et donc, j'avais déjà pensé avant aux célibataires, au podcast sur les célibataires. Mais là, ça s'est révélé comme un enjeu féministe et plus seulement comme un enjeu sociétal en mode faisons tomber le tabou du célibat qui plane aussi sur les mecs, hein, bien sûr. Mais sur les femmes, ça revêt davantage d'enjeux. Et donc j'ai envie de lancer ce podcast qui s'appelle Seul.
Et c'est mon prochain projet. Après là, je suis sur un cargo pendant 4 mois, donc ça attendra le mois de mai, juin, tu vois. Et après, j'aimerais aussi lancer un autre média, Intersection, ça s'appelle. Ce sera un média intersectionnel en ligne, donc un webzine, avec des articles de fond, des enquêtes, des vidéos sur des thèmes identitaires et militants, c'est-à-dire au croisement de plusieurs discriminations, comment on vit en France. C'est pour ça que ça s'appelle Intersection, c'est un média intersectionnel donc, où on croise différentes discriminations comme la grossophobie, le sexisme, les LGBT-phobies, l'agisme, le validisme, le racisme, l'islamophobie et le spécisme notamment. Donc c'est histoire de voir comment lorsqu'on se trouve à l'intersection de plusieurs discriminations ou d'une seule, comment on vit en France, comment on peut démonter ces situations, ces injustices, comment on peut lutter contre. Donc ce serait vraiment un média militant, aussi anticlassiste, donc anticapitaliste, pour un peu lancer le combat intersectionnel en France qui est encore à ses balbutiements. Donc ça, c'est un projet de plus grande envergure. Le podcast seul, c'est quelque chose qui peut me prendre moins de temps. J'ai quand même besoin d'aide. Et qui me paraît plus à m'apporter pour l'instant. Donc c'est un peu mes projets. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées par le podcast seul ou par le média Intersection, qui sont concernés par ces discriminations ou qui sont célibataires par exemple, vous pouvez me contacter pour l'un ou l'autre de ces projets. On va mettre ton email dans la description du podcast. Merci. Et sinon, mes prochains projets, c'est profiter un maximum de mes amis. Parce que je m'en rends compte maintenant que j'essaye d'être pas fière de mon célibat, mais de bien le vivre. Hein, je m'en rends compte que l'amitié, c'est vraiment le truc numéro 1 dans ma vie. Enfin, dans ma vie relationnelle, parce que ma famille, ça se passe moyennement bien. Et voilà, l'amour en ce moment, no thanks. Donc voilà, voilà, j'aimerais, quand je reviens à Paris, profiter de toutes ces personnes hyper importantes. Merci Marie. Je me suis interviewée moi-même, c'est vraiment un exploit. Pour ce podcast pilote, cet épisode pilote du podcast Seul, que vous pouvez retrouver sur toutes les applications de podcast et sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter notamment. Voilà, si vous avez aimé ce podcast, je vous demanderai pas de mettre des étoiles, je pense que vous l'avez déjà fait, mais d'en parler autour de vous, ça c'est vraiment primordial parce que on a toutes été un jour célibataires et on a besoin de personne. Bisous. Voilà, c'est la fin de l'enregistrement du premier épisode de Sologamy sur le cargo George Foster. Si tu t'intéresses davantage à mon tour du monde 2019, tu peux écouter l'épisode Je fais le tour du globe sur un cargo de mon autre podcast Marie sans filtre. Je mets son lien dans la description de cet épisode. Tu l'as compris. L'objectif de Sologamy, c'est de contrer tous les stéréotypes sur les personnes célibataires, tels que « le célibat est une mauvaise passe, je vais bientôt trouver l'homme de ma vie ». Je crois vraiment que la femme célibataire fait peur. Je souhaite simplement détruire le tabou du célibat, donner la parole aux personnes concernées. Bref, créer un peu de sororité, d'adelphité, de solidarité entre nous autres célibataires. En fait, je vois le célibat comme une arme politique. Il peut aider à notre émancipation, que nous soyons des femmes et ou des personnes minorisées. J'aime bien la phrase « je préfère être seule que mal accompagnée ». Je crois qu'une relation amoureuse ne doit pas combler un vide. Elle doit apporter quelque chose de différent, de nouveau. C'est une sorte de cerise sur le gâteau et j'ai pas fondamentalement besoin de cette relation. Et j'en aurais peut-être envie plus tard, mais ça doit pas être une question de besoin.
Et surtout, je vois le couple comme une norme sociale. En fait, c'est un instrument patriarcal de domination des femmes et des personnes minorisées. La fameuse phrase « mets-toi en couple » est une injonction très forte dans notre système. Là, j'emprunte une citation au podcast anglophone féministe Bitch Face. Ouvrez les guillemets. Le couple hétérosexuel fonctionne comme une porte, une clé qui permet à une femme de participer à la société. Le couple accorde à une femme une personnalité et une visibilité. Elle obtient un titre, une temporalité, un espace à travers le couple. Le mariage consacre cette logique. Merci Google Trad pour la traduction. A contrario, le célibat renvoie à un statut inférieur et nous devons nous extraire, nous les personnes célibataires, de ces représentations négatives pour nous émanciper. Je poursuivrai ces réflexions dans Sologamie, dans les prochains épisodes, mais je les avais déjà abordées dans mon autre podcast Marie sans filtre. Tu peux d'ailleurs écouter l'épisode qui est consacré au célibat politique, qui s'appelle « Je suis célibataire politique » et je te mets également son lien dans la description de cette émission. Voilà, je m'arrête de parler ici pour aujourd'hui. Si tu as aimé ce premier épisode et que tu veux soutenir Sologamie, je t'invite vraiment à lui mettre déjà 5 étoiles et à le commenter sur ton application de podcast. Tu peux aussi le partager avec tes proches. Merci. Et si tu veux soutenir mon travail de façon plus large, je t'invite à me suivre, à m'envoyer un message sur les réseaux sociaux. Mon pseudo, c'est Marie-Albert FR sur Facebook, Twitter et Instagram. Tu peux aussi participer à ma cagnotte Tipeee pour financer ce podcast. J'ai mis son lien dans la description de cet épisode. Tu donnes 1 euro, 5 euros, 10 euros par mois en fonction de tes moyens. Moi, je suis journaliste indépendante et c'est l'une de mes rares sources de revenus. Donc, sans toi, le podcast Sologamie n'existe pas. Merci. Just like a water, falling from the sky.